Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Vous êtes président de l'UDI, député maire de Drancy en Seine-Saint-Denis. On va parler évidemment des banlieues, mais d'abord je voudrais qu'on commence avec l'actualité. Hier, le parquet national financier a décidé qu'en l'état, il ne pouvait pas y avoir de classement sans suite dans l'affaire Fillon, sans doute parce qu'il estime qu'il y a des charges suffisamment sérieuses pour poursuivre l'enquête. La question, elle est très simple. Est-ce que François Fillon est encore un bon candidat pour la droite et le centre ? Il avait dit que s'il était mis en examen, il se retirait. Le parquet n'a pas les éléments suffisants manifestement pour ça. Je voudrais rappeler une chose, en France, dans l'état de droit, pas dans l'information, mais dans l'état de droit, c'est à la justice de prouver une éventuelle culpabilité, c'est pas à la personne de prouver son innocence. Quelque chose qui me semble avoir été un peu oublié ces dernières semaines. Je pense que sur l'affaire Fillon, comme on l'appelle, en réalité, aujourd'hui, les Français savent tout par votre intermédiaire sur ce qui s'est passé. Il a expliqué, il s'est excusé, il a fait, la transparence sur tout ça. Et donc, il y a deux aspects. L'aspect judiciaire, manifestement, il n'y a pas de quoi le poursuivre. En tout cas, manifestement, l'enquête continue. Elle continue. On verra s'il y a poursuite. S'il y avait de quoi le poursuivre, je pense que le parquet l'aurait fait. Deuxième chose, il y a le jugement moral que porteront les Français. Et ça, c'est à l'élection présidentielle. Oui, mais vous répondez pas à ma question. Est-ce qu'à vos yeux, Jean-Christophe Lagarde, François Fillon est encore un bon candidat? Je vais poser la question à l'envers. Est-ce qu'à vos yeux, il est encore en mesure de gagner l'élection présidentielle? Je pense qu'il est en mesure de gagner l'élection présidentielle parce qu'au-delà de tout ça, d'abord, moi, je ne pense pas que cette affaire le disqualifie pour devenir président de la République. Ce qui est en réalité difficile, quand vous me dites est-ce que c'est un bon candidat, c'est qu'on ne parvient plus à parler projet. Or, il se trouve que dans 2 mois, nous aurons un nouveau président de la République. Nous aurons un nouveau président de la République, mais le débat n'a pas lieu. On ne parle plus de ce qui concerne le quotidien des Français. On va en parler. Dans un an, on parlera plus de l'affaire Fillon. En revanche, on aura un nouveau président de la République. Et si on n'a pas fait les choix sur comment redresser la situation de l'emploi, comment faire en sorte que l'éducation nationale n'envoie pas 20% de gamins en 6e qui ne savent pas lire et écrire, comment on résorbe la dette pour arrêter de refiler nos factures à nos enfants, si on ne fait pas ce débat-là, on ne sera pas capable de gouverner, quel que soit le président élu. On va parler de ces questions programmatiques. Je reviens un instant sur ce que vous avez dit. Si le parquet décidait de renvoyer François Fillon devant un tribunal correctionnel ou de le mettre en examen, en tout cas de demander à un juge d'instruction de poursuivre une enquête judiciaire qui le mettra en examen, est-ce qu'il reste le candidat de la droite et du centre? C'est ce qu'il avait dit lui-même en disant qu'il se retirait, mais vous savez pourquoi je vous pose la question? Parce qu'il semble être en train de dire qu'au fond, il ira jusqu'au bout, que maintenant le seul jugement qu'il veut, c'est le jugement des urnes. Donc mis en examen ou pas, il fait savoir à ses amis, à vous peut-être, qu'il va aller jusqu'au bout. Enfin, vous imaginez, on est... Or, vous avez raison, il avait dit le contraire. On est mi-février. Si une mise en examen survenait dans 1 mois, ça voudrait dire que la droite, le centre, n'aurait pas de candidat à l'élection présidentielle. C'est juste pas possible. Donc je pense que le parquet, raisonnablement, doit poursuivre ses investigations, l'innocenter s'il trouve les éléments qui permettent de l'innocenter, le poursuivre ultérieurement si c'est le cas. Et je vais vous dire, je pense que François Fillon gagnerait vis-à-vis des Français à dire la chose suivante. Sûr de son bon droit, ayant affirmé son innocence, ayant tenté de la démontrer devant les Français comme devant les magistrats, si d'aventure un magistrat décidait de le poursuivre après l'élection présidentielle, il peut parfestement ne pas faire jouer l'immunité présidentielle. Et ce serait un gage de sa bonne foi. Oui, je pense que c'est quelque chose qu'il pourrait faire, tout simplement parce que il a le sentiment de vivre une formidable injustice. On ne peut pas détruire une élection présidentielle sans savoir la réalité d'un dossier judiciaire. Et comme tous les éléments sont connus avant, il n'y a pas de raison, d'une certaine façon, que la justice ne puisse pas aller au bout, même s'il est élu président de la République. Mais vous disiez à l'instant, il a répondu à toutes les questions, il a fait transparence. Non, pas tout à fait. Il y a une question à laquelle les Français n'ont pas encore la réponse, c'est celle de savoir si Pénélope Fillon a bel et bien travaillé comme assistante parlementaire, s'il ne s'agissait pas d'un emploi fictif. Il a peut-être donné des réponses aux enquêteurs, aux Français, pas encore. Il a affirmé... Aux Français, il les a donnés. Il a affirmé que sa femme travaillait. Il a affirmé, mais les preuves? Les preuves, c'est devant la justice. C'est pas devant les Français. Vous savez, moi, j'ai le souvenir de beaucoup d'affaires comme ça, qui sont lancées médiatiquement, et c'est normal. La presse, elle fait son travail, elle informe, elle donne normalement à charge et à décharge, en accusation et en défense les informations. Mais derrière, il se passe rien. Je me souviens de Julien Drey, c'est un adversaire politique. On l'a démoli pour une histoire assez curieuse de collection de montres. Il a perdu sa carrière politique, il a perdu son mandat de député. Ses électeurs, qui peut-être souhaiteraient le voir élu encore aujourd'hui, n'ont pas pu même lui permettre de se représenter, ils n'ont pas pu voter pour lui. Et aujourd'hui, personne ne reproche rien à Julien Drey parce qu'il se trouve qu'il n'y avait rien dedans. Donc, le jugement qui est porté électoralement avant le jugement judiciaire me paraît toujours dangereux
et parfois une erreur. Le Canard enchaîné qui est sorti ce mercredi, il y a 48 heures, vous attribue une phrase que je trouve effectivement très drôle. Je voudrais vous la faire commenter. Fillon, c'est l'inspecteur Colombo. Il parle toujours de sa femme, mais on ne la voit jamais. Je ne sais pas si c'est vous qui avez prononcé cette phrase, mais est-ce que Pénélope Fillon aurait dû parler? Est-ce qu'elle doit parler? Est-ce que le moment n'est pas venu? D'abord, je n'ai jamais dit ça et j'ai découvert ça dans le Canard, donc je trouve que parfois le Canard est mal informé, à moins que des amis aient cherché à me nuire. Mais sur le fond, est-ce qu'elle doit parler? Sur le fond, est-ce qu'elle aurait dû parler? Est-ce qu'elle doit le faire maintenant? Je pense qu'elle l'a fait, et elle l'a fait devant les policiers, devant les magistrats. Là encore, le jugement, il se fait pas ici. Il se fait dans le cabinet d'un juge. Et je trouve que les juges, dans cette affaire, prennent leur temps d'aller au fond des investigations. Ils ont raison. Et doivent faire attention à ne pas, par des fuites ou par des décisions, perturber une élection présidentielle, parce qu'après, il y a un calendrier politique et un calendrier judiciaire qui se télescopent et qui ne peuvent pas aboutir à ce qu'une partie importante de la population qui aspire à un changement, à une alternance, c'est mon cas, se voit privée de candidats. Mais je voudrais essayer de comprendre pourquoi vous le soutenez comme ça, et depuis le début, je dois le dire. C'est parce qu'au fond, il n'y a pas de plan B. C'est ça l'idée, c'est qu'il n'y a personne pour le remplacer, donc faute de mieux, on le garde. Je vais vous dire, s'il n'y a pas de candidat de la droite et du centre à l'élection présidentielle, Marine Le Pen sera élue présidente de la République. Et je ferai tout ce que je peux pour que Marine Le Pen ne soit pas élue présidente de la République. Pourquoi? Parce que ce serait un suicide collectif pour notre pays. Son programme est enfin sorti. Là encore, on ne parle pas de programme. Son programme, c'est 140 milliards de déficit supplémentaire. Son programme, c'est 30 milliards d'euros perdus à cause de la sortie de l'euro. Donc Fillon, c'est le meilleur bouclier à Le Pen. Son programme, c'est la ruine de l'agriculture française. C'est le meilleur bouclier face à Le Pen, ça que vous dites. Je pense que François Fillon est le meilleur bouclier contre l'élection de Marine Le Pen, qui serait un suicide collectif. Lagarde, donc votre soutien n'a absolument rien à voir avec les négociations que vous, patron de l'UDI, vous êtes en train d'avoir avec les Républicains. Mais bien sûr que si, monsieur le maire. Je crois que vous réclamez 150 circonscriptions. Comment vous pouvez dire ça? C'est pas une forme de chantage, ce soutien? Comment est-ce que vous pouvez dire? Je vous pose la question. Je vais vous répondre. Comment est-ce que vous pouvez dire que ça n'a rien à voir avec des négociations qui sont en cours et qui ne comptent pas que sur les circonscriptions? Sur les circonscriptions, c'est normal. Une force politique, j'ai en charge la responsabilité de la famille centriste. Une force politique, si elle n'est pas incarnée à l'Assemblée nationale, elle est inaudible, et ça fait partie de la discussion. Mais ça fait aussi partie de la discussion sur le projet. Et nous sommes en train de discuter, par exemple, la réécriture du programme de la sécurité sociale, le fait de pouvoir avoir une avancée scolaire qui permet... Ça, c'est le programme, on va y venir dans un instant. Sur les circonscriptions, vous avez obtenu gain de cause, oui ou non? Prenons les choses dans l'ordre. Vous avez obtenu gain de cause, oui ou non, sur les circonscriptions? Non, l'accord aujourd'hui n'est pas bouclé, mais vous êtes obsédé par les circonscriptions. Je m'en occupe évidemment parce que c'est mon rôle, mais je veux aussi sur le projet qu'on puisse avoir un projet sécurité sociale, et vous verrez qu'il a changé, qui réponde à une exigence. En France, quelle que soit sa situation, on est soigné quand on est malade. Deuxième priorité, l'éducation nationale. Si on n'individualise pas les enseignements pour les enfants en difficulté, on aura toujours 20% d'élèves qui arrivent, je le disais tout à l'heure, en sixième sans savoir lire et écrire. Si on n'autonomise pas les enseignants, on ne sera pas capable de s'adapter à des publics différents dans un quartier plus difficile, dans une zone rurale ou dans un quartier plus favorisé. On a besoin d'aller au fond du programme et d'avoir enfin ce débat qui permettra aux Français, à vos téléspectateurs, à vos auditeurs, de choisir. Je me souviens que pendant la primaire, vous aviez soutenu Alain Juppé, que sur un certain nombre de points majeurs du programme de Fillon, vous étiez en désaccord, vous êtes venu le dire à ce micro, sur les 500 000 fonctionnaires, sur la sécurité sociale, ses prises de position sur l'IVG, parfois sur le mariage pour tous et l'adoption notamment. Alors la question elle est simple, vous êtes d'accord sur quoi avec lui et pourquoi vous êtes son soutien? Je suis d'accord sur le fait qu'il faut réduire les dépenses publiques parce qu'on n'a pas le droit de refiler nos factures à nos enfants. C'est une lâcheté de notre génération que de dépenser de l'argent qu'en réalité nos enfants devront payer, et c'est pas dit aujourd'hui que ça dure. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut réformer le marché du travail. Est-il normal qu'il y ait 600 000 emplois aujourd'hui qui ne sont pas pourvus dans notre pays? Est-il normal que la formation professionnelle, que l'alternance soit, pardon de l'expression, en carafe comme c'est le cas en France? Il y a 3 fois plus de jeunes en alternance en Allemagne, il y a 3 fois moins de jeunes au chômage. Est-ce qu'on fait enfin quelque chose? Je suis d'accord sur le fait qu'on doit réduire le déficit de la sécurité sociale parce que si nous ne payons pas nos soins et nos médicaments, nos enfants ne pourront plus se soigner. Je suis d'accord sur une part importante. Il y a 80% du programme sur lequel nous sommes d'accord. Il y a d'autres parts du programme sur lesquelles... Les 20% en question sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, pardon, c'est fondamental pour les Français. Sociale. 500 000 fonctionnaires de moins, vous étiez contre, vous êtes pour maintenant? Revenons sur la sécurité sociale. Mais je vais vous répondre. Vous êtes pour? Je vais vous répondre, mais je vais m'exprimer.
la sécurité sociale, le programme va changer. Ça fait partie de nos discussions et c'est un des apports des centristes dans cette affaire. Sur ce qui concerne les fonctionnaires, je répète que je ne vois pas comment on fait 500 000 en 5 ans, même si l'objectif des 500 000 est légitime. Je pense qu'il faut 2 ans à 3 ans de plus pour le faire, tout simplement parce que le rythme des départs en retraite, surtout si on allonge la durée de travail, c'est-à-dire passer à 65 ans pour la retraite, fait qu'il y a moins de fonctionnaires qui partent à la retraite et que c'est difficile. On est en train de retravailler sur le sujet. Si ma mémoire est bonne, vous avez fait partie de ceux qui critiquaient très fortement François Hollande au moment où il y a eu la baisse des dotations aux collectivités locales, 11 milliards d'euros si ma mémoire est bonne. Dans le programme de Fillon, c'est 20 milliards. Et ça vous va? Eh bien, on verra le chiffrage final, parce que je ne vois pas comment ça peut fonctionner, comment les collectivités qui ont besoin... Donc ça fait beaucoup de sujets de désaccord. Et beaucoup de sujets d'accord, et ça fait partie des discussions que nous avons. Très concrètement, les collectivités locales, il y a une exigence. D'ailleurs, je pense que Gérard Larcher n'est pas le président du Sénat, n'est pas loin de penser la même chose. Le fait que les collectivités locales se voient ponctionner à ce point-là, ça réduit l'investissement. Ce sont les seuls qui investissent en France. Donc ça réduit l'activité, donc ça réduit la croissance. Et le calcul ne peut pas être qu'un calcul budgétaire version Bercy quand on parle des collectivités locales, parce que l'argent des collectivités locales, c'est ce qui fait de l'emploi non délocalisable dans notre pays. Mais quand vous voyez ces éléments de programme radical, vous n'avez pas peur, vous, Jean-Christophe Lagarde, patron du l'UDI, qu'une partie de vos électeurs, à vous, centristes, fuient chez Emmanuel Macron, parce que c'est ça le risque? Écoutez, je ne pense pas, moi, que l'élection présidentielle, elle doit se faire sur la facilité. Si, une fois de plus, comme depuis 35 ans, on élit celui ou celle qui propose que tout va bien se passer, sans douleur, on changera rien pour vous, formidable, notre pays continuera à s'enfoncer. En 81, il y avait 1 million de chômeurs, on est près de 6 millions de chômeurs. On avait 100 milliards d'euros de dettes, on en a 2160. On continue sans rien changer. Pourquoi je vous pose cette question? On continue sans rien changer. On continue sans rien changer et on dit aux Français, vous inquiétez pas, il suffit de changer celui qui est à la tête de l'Élysée et tout ira bien. Moi, je ne crois pas, les centristes ne croient pas à la théorie du sauveur. Il n'y a pas de sauveur dans l'élection présidentielle. François Fillon n'est pas un sauveur. Mais je relis Emmanuel vos propos, Macron n'est pas un sauveur. C'est vous qui avez dit il y a quelques semaines de ça, l'UDI a vocation à parler avec Emmanuel Macron, il est au centre-gauche, nous au centre-droit, nous avons vocation à parler. Donc, quel Jean-Christophe Lagarde et nous avons parlé. Celui d'il y a un mois ou celui de ce matin? Non, pas il y a un mois, il y a 6 mois. Il y a 6 mois. Quand il quittait le gouvernement, il n'était pas encore candidat à l'élection présidentielle. Nous avons parlé, et très franchement, comme d'ailleurs les Français l'observent aujourd'hui, je trouve qu'il y a disons des trous, des lacunes, une absence de projet. J'ai même été, pour tout vous dire, choqué par sa déclaration ce week-end, qui disait que la politique, c'était pas un projet. Nous, les centristes, on veut d'abord le projet, parce que les hommes, ça change, le projet, ça peut rester. Et il se trouve que, quand il dit que la politique, c'est pas un projet, c'est une mystique. Moi, je suis pas mystique en politique. Je veux savoir ce que les gens veulent faire, et je veux, entre guillemets, retrousser les manches pour que la France se redresse. Nous sommes le seul pays en Europe, est-ce qu'on peut en parler? Nous sommes le seul pays à être en panne dans toute l'Union européenne aujourd'hui. Même ceux qui ont vécu des crises plus difficiles que ce que nous avons subi, ont redémarré. La France ne redémarre pas. L'Europe est menacée de mort. C'est un des points d'accord forts pour les centristes avec François Fillon. L'Europe est menacée de mort. Aujourd'hui, le Brexit, mais également l'élection de M. Trump. M. Trump, il demande la destruction de l'Europe. Pourquoi il le fait? Il trouve d'ailleurs en France des alliés avec Mme Mélenchon, avec Mme Le Pen et M. Mélenchon. Pourquoi il le fait? Parce que s'il n'y a plus l'Union européenne, c'est plus facile pour lui d'imposer la loi américaine, les intérêts américains. Et nous le payerions par centaines de milliers d'emplois et centaines de milliards d'euros de pertes financières pour notre pays. C'est très important, plus important, qu'un certain nombre de polémiques que j'entends. Parce que ça, c'est l'avenir du pays. Il y a encore une inconnue sur cette élection présidentielle, c'est de savoir si François Bayrou va se présenter. Qu'est-ce qui serait le pire pour vous, qu'il se présente à cette élection ou qu'il fasse alliance avec Emmanuel Macron? Je pense que c'est assez indifférent dans l'élection, parce que quand on voit en réalité les sondages aujourd'hui, alors on sait qu'il faut les prendre avec prudence, dont est crédité François Bayrou, il fait autour de 5%, un point qu'il enlève à Mme Le Pen, un point à Mélenchon, un point à Macron, un point à Fillon, donc c'est assez neutre dans le paysage politique. Mais ça, c'est de la tambouille, ça. Ça, c'est de la tambouille, c'est les sondages, etc. Vous me demandez ce que je préfère. Je préfère rien, puisque je pense que c'est assez neutre dans le paysage. Bon, et je reviens sur Emmanuel Macron. Il est allé dire en Algérie que, à ses yeux, la colonisation était un crime contre l'humanité. Il a raison, il a tort. Il a évidemment tort. Monsieur, je suis maire de Drancy. Drancy, c'est le lieu le plus important en France de la déportation juive pendant la Seconde Guerre mondiale. Un crime contre l'humanité, c'est la déportation et le massacre des Juifs. C'est le génocide arménien. C'est le génocide des Rwandais. Rien de tel dans la colonisation. Et d'ailleurs, ce qu'il y a eu de criminel dans la colonisation, c'était pendant les guerres de décolonisation, des crimes de guerre. Et s'il y a un peu de précision dans le droit et dans le droit international qu'on a inventé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, le crime contre l'humanité, il est imprescriptible. Le crime de guerre, il est prescrit au bout de 30 ans. Oui. C'est très important. Si on fait une différence, c'est pas pour rien. Et ce que j'ai trouvé inquiétant dans les déclarations de M. Macron, c'est deux choses. D'abord parce qu'il est allé là-bas pour se donner une stature internationale. Et au total,
la multiplicité de ces déclarations, dire dans un premier temps que la colonisation, pourquoi pas, c'était pas si mal que ça, puis que c'était un crime contre l'humanité et qu'il fallait s'excuser, puis hier qu'il ne fallait pas s'excuser, ça laisse un doute pour le moins sur sa capacité à positionner la France sans flou, sans trouble, sans polémique inutile. Votre réponse est claire. Vous êtes député maire de Drancy. Il y a eu des violences en banlieue. C'est un sujet que vous connaissez bien. Est-ce que la bonne réponse à ces violences qui ont suivi l'interpellation du jeune Théo, c'est l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans comme l'a proposé François Fillon? Je ne pense pas que ce soit une réponse aux violences. Il y a une difficulté sur la délinquance des mineurs. Sur cette mesure, vous y êtes favorable ou pas? Attendez, moi je ne veux pas faire de mélange, d'accord? C'est pour ça, c'est à cause de ces violences qu'il a fait cette proposition? Non, je ne crois pas pour le compte parce que... C'était pas dans son programme. C'est un débat qui existe depuis longtemps. Je vous rappelle qu'il a existé, y compris pendant le débat, pendant le mandat de Nicolas Sarkozy. Il y a deux choses différentes. On a, avec la délinquance des mineurs, un problème, et le problème, il est simple. Vous avez 5 à 10% des mineurs qui sont des multirécidivistes et qui ne sont pas traités suffisamment rapidement, suffisamment efficacement par l'institution judiciaire. Aujourd'hui, la loi de 45, elle fonctionne pour 90% des mineurs. On les voit une fois, on les revoit plus. C'est les autres auxquels il faut s'intéresser. Alors, est-ce que cela doit faire l'objet de l'abaissement de la majorité pénale? Pourquoi pas, ça s'étudie. Est-ce qu'on doit aussi avoir un traitement judiciaire particulier, c'est-à-dire un traitement plus rapide? Vous savez, quand vous arrêtez un jeune et que vous le jugez 1 an et demi après, s'il a commis 3-4 faits, il sait même plus pourquoi vous le jugez derrière. Donc la justice n'est plus utile, plus efficace dans ce cas-là. Et puis sur les violences, je vais vous dire une chose. À chaque fois, on veut traiter ça dans l'urgence, quand il y a une émotion. Or, c'est pas un problème d'urgence, c'est un problème de fond. La concentration de toutes les difficultés sociales de notre pays, dans quelques quartiers, dans mon département notamment, mais pas que, elle rend impossible le travail. Des enseignants d'abord, et c'est prioritaire. Des policiers également. Des institutions municipales, des institutions sociales. Pour permettre quoi? Pour permettre à la République française de respecter sa promesse. La promesse de la République, à vous, à moi, à eux. C'est quoi? C'est en fonction de ton travail, en fonction de ton talent, de ton investissement, tu pourras t'en sortir. Dans certains de ces quartiers, ce n'est pas vrai. Valérie et donc, Pécresse, ils ne peuvent pas adhérer. J'ai entendu. Ils ne peuvent pas adhérer à un système qui, en réalité, ne leur laisse pas la même chance qu'à vous et à moi. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a proposé la suppression des allocations familiales en cas de refus de retour à l'école pour les décrocheurs, aussi à la suite des violences qu'on a connues. Moi, je suis d'accord. Bonne ou mauvaise idée? Je suis d'accord avec ça depuis 30 ans. J'ai été pion, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, à Drancy, j'y vis, j'y élève mes enfants. J'ai été pion, surveillant d'externat pendant 6 ans. Et moi, j'ai vu que quand effectivement on suspendait les allocations familiales, il y a de ça une vingtaine d'années, les enfants revenaient à l'école. Vous pouviez relancer la famille autant que vous voulez, il venait pas. Le jour même où l'allocation familiale était supprimée, le gamin était devant la porte du collège. Vous avez dit il y a quelques jours que, à vos yeux, les violences en banlieue étaient en l'occurrence minoritaires. Si je ne dis pas de bêtises, à Drancy, oui, mais à Drancy, il y a eu aussi des violences chez vous. Bien sûr, mais comme partout. La seule chose, monsieur, c'est que à Drancy, on doit avoir 15 à 20 000 jeunes. Quand vous avez 30 types qui cassent, vous devez stigmatiser tous les jeunes. Un des discours qui m'insupporte le plus, c'est de dire c'est des jeunes. Non, vous avez des jeunes. La plupart, ils sont aujourd'hui en formation, en alternance, en boulot, en création d'entreprises. Pourquoi on crée plus d'entreprises en Seine-Saint-Denis que partout ailleurs? Parce qu'ils trouvent pas de travail, alors ils cherchent à s'en sortir. Et moi, c'est ces jeunes-là que je défends. Et il faut condamner les voyous. Les voyous, oui, quand ils font des violences, quand ils prennent en plus la cause de Théo, qui lui a montré sa dignité, son respect et sa confiance dans les institutions de la République. Et ces gens-là prennent en otage Théo, comme ces jeunes qui sont en formation, donne une image dégueulasse de cette jeunesse. Cette jeunesse, elle a déjà du mal à s'en sortir. Nous, tous les jours, on est en train de construire pour qu'elle s'en sorte. Quelques abrutis, quelques voyous détruisent d'abord des biens publics, des biens privés, mais ils détruisent surtout l'avenir de ces mômes-là, et c'est pour ça que je me bats. Une dernière question qui n'a rien à voir. Est-il exact, Jean-Christophe Lagarde, que vous souhaitez déposer un dossier pour proposer le nom de Jean-Louis Borloo au prix Nobel de la paix pour son projet d'électrification de l'Afrique? C'est vrai, ça? Oui. Il se trouve que Jean-Louis a perçu un enjeu stratégique majeur, puisqu'on parle jamais de ça. Il y a 2 milliards d'Africains dans une trentaine d'années. Si l'Afrique ne se développe pas, et l'accès à l'énergie, l'accès à l'électricité, c'est majeur, nous allons vivre un danger terrible. Vous n'empêcherez pas des gens qui meurent de faim de se déplacer. On a vu avec la guerre en Syrie et en Irak combien ce genre de déplacement massif de population pouvait nous déstabiliser. Or, nous sommes les seuls voisins de l'Afrique. Et plutôt que l'Afrique soit un danger,
grâce à Jean-Louis Borloo, elle peut devenir une chance. Mais j'irai plus loin. Il a réussi à rassembler l'ensemble des chefs d'État africains. Ce n'est pas une mince affaire autour de ce projet. L'ensemble, l'unanimité de ces chefs d'État. Et dans la situation où est l'Union européenne, moi je souhaiterais, je ne le dis pas avec son autorisation, puisque monsieur Juncker a abandonné l'Europe, a déjà dit que finalement il laissait tomber l'affaire. On aurait un très bon président de la Commission européenne à venir, c'est Jean-Louis Borloo, et le futur président de la République devrait y penser parce que Jean-Louis, il a toujours, su bousculer les choses, inventé, redonner de la dynamique. On a bien besoin de dynamique dans notre pays, mais aussi au niveau européen. Borloo, prix Nobel de la paix, c'est votre proposition ce matin. Merci. C'est ma proposition et président de la Commission européenne. Merci d'être venu, Jean-Christophe Lagarde. Merci.